ce qu'on a dit en amont de la discussion, c'est qu'on ne voulait pas que ces recettes privent finalement la sécurité sociale de moyens et notamment aggravent la situation à la fois à l'hôpital et puis aussi pour les retraites. Donc on avait dit, s'il n'y a pas 10 milliards de recettes supplémentaires, sachant que le gouvernement avait prévu des recettes supplémentaires, 3 milliards dans sa copie, s'il n'y a pas 10 milliards, a priori on ne voyait pas comment on pouvait voter ce budget. Après, entre abstention, contre, on voit bien qu'il y a des... Au moment où on se parle, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas du tout. Non. Pour l'instant, il y a plus 1 milliard donc là, vous êtes pour la sécurité sociale au moment où on se parle, et il y a moins 1 milliard pour l'État au moment où on se parle, exactement. Ouais. Et ils ne vont pas se trouver, ces milliards, pendant que le groupe écologiste social discute à l'Assemblée? Non. Non. Donc vous allez voter non? Il y a l'abstention, il y a le non. On verra. Peut-être que j'aurai la réponse pendant l'entretien. Et alors, justement, précisément, ce sera une logique forcément de groupe où vous avez chacun une autonomie et ma foi, si vous... On va essayer d'avoir une dynamique de groupe, mais il y a la liberté de vote au sein du groupe écologiste et social, ce qui est a priori normal puisque c'est le droit inaliénable des députés à pouvoir avoir finalement chacun en âme et conscience son propre vote. Et vous, si vous deviez jouir de votre liberté de député de Marseille, vous choisiriez quoi Pour l'instant, le contre. Pour l'instant, le contre. Mais bon. Virginie Noguet, on peut encore avoir des annonces de Madame Montchalin. Je l'ai interpellée à l'Assemblée nationale encore la nuit dernière sur le fait que par décret, elle pouvait décider de revoir les allègements de cotisations sociales. Elle ne m'a pas répondu. Question, Virginie, ou on passe au dossier suivant? Oui, est-ce que je me trompe si je note malgré tout quand même, malgré vos prudences, une infection des écologistes qui, il y a quelques semaines encore, disaient « mais nous, il n'en est pas question, on votera contre, on est contre ». Aujourd'hui, vous semblez plutôt hésiter, vous semblez désireux, peut-être, je me trompe, et vous allez me le dire, de mener la discussion jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas rejeter cette partie-là pour pouvoir discuter de la partie 2. Est-ce que je me trompe? C'est tout le sujet. Bon, par ailleurs, entre la copie du gouvernement initiale et la copie finale, il restera rien. Non, mais c'est qu'il restera rien. Si on a supprimé 80% des articles de la partie recettes et en commission, on a aussi supprimé près de 80 à 90% des articles de dépenses. En gros, tout ce qui est, la ministre dit irritant, enfin tout ce qui est mauvais. Urticant, vous avez enlevé tous les urticants. Bon, globalement, tout est supprimé quasiment. Par contre, il n'y a pas assez de recettes et il y en a encore en moins par rapport à la copie du gouvernement. Pour nous, c'est ça le problème, parce que ça aggrave le déficit de la sécurité sociale et ça aggrave le déficit des hôpitaux. Donc c'est pour ça que moi, je serais plutôt pour un vote contre personnellement maintenant. Mais c'est vrai que par rapport à la copie initiale, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Il y a eu des progrès. Oui, oui. On a la CSG, le gel de la CSG qui touchait les petites retraites a été battu. On a obtenu une augmentation de la CSG, par contre, sur les revenus du capital de 1,4 point. Et puis sur la partie 2, si ça continue dans la même veine, normalement les franchises vont être battues. Normalement, le gel des retraites va être battu. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec cette copie, qui était quand même la copie plutôt de Bayrou que la copie de Le Cornu. Soyons clairs. Sur la suspension de la réforme des retraites, on a bien identifié la position de LFI, on a bien identifié la position du Parti socialiste. Objectivement, on n'a pas bien identifié la position de votre groupe. Alors quelle est-elle, si elle est connue, si elle est publique, et derrière ça, quelle est la vôtre à titre personnel? Alors, on s'est déjà, en fait, on l'a dit, notre position. On s'est abstenu en commission sur le vote de la suspension de la réforme des retraites. Pour une raison bien simple, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est l'abrogation. On a compris qu'on ne pouvait pas l'avoir. Mais ce à quoi s'est engagé en réalité Monsieur Le Cornu, c'est une suspension. Par contre, ce qui nous est proposé dans le texte, c'est un décalage. Et en plus, les carrières longues ne sont pas présents. Donc ce qu'on a dit, c'est que s'il y avait une vraie suspension, on pourrait voter pour, parce que même si ce n'est pas ce qu'on veut nous, c'est quand même une avancée pour énormément de futurs retraités. Donc on pourrait voter pour. Mais pour l'instant, ce n'est pas une vraie suspension, et pour l'instant, il n'y a pas les carrières longues. Le Premier ministre nous a dit qu'ils allaient mettre les carrières longues en fait, au moment du débat. On va voir ce qui se passe d'ici mercredi prochain. Voilà. Donc pour l'instant, en commission, on s'est abstenu. Mais pardon, quelle différence vous faites entre suspension et décalage? Moi, j'ai compris que la retraite était suspendue jusqu'au 1er janvier 2028. Eh ben, en fait, la différence, c'est que, en fait, quand il y a vraiment une suspension, c'est que après 2027, on repart pas comme avant. C'est-à-dire que si on veut refaire une réforme des retraites, il faut une nouvelle loi. Alors qu'un décalage, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi pour continuer la réforme des retraites. Et tel que c'est écrit, et ça a été compliqué à vraiment analyser, tel que ça a été écrit, et les syndicats, c'est ce qu'ils nous ont dit, pour l'instant, ce n'est pas une suspension, c'est un décalage. Et de ce fait, il y a quelque chose de politique, c'est qu'un décalage nous fait accepter, dans le texte, la retraite à 64 ans. Puisque, le principe, vous voulez dire, ça nous fait accepter le principe. Pas la retraite, mais le principe. Mais le principe de la retraite, du passage à 64 ans, tel que c'est écrit. Donc c'est quand même un problème politique.
Alors, je voudrais qu'on passe au dossier suivant, à savoir les discussions budgétaires qui ont accouché d'une multitude de taxes ou de projets d'impôts. Et l'un de ces projets met en rogne, c'est le moins qu'on puisse dire, la filière vins et spiritueux. Taxe sur la publicité quand on vend de l'alcool, taxe sur ce qu'on appelle les prémix, ces boissons de moins de 24 degrés qu'on mélange avec parfois des alcools forts, taxe sur les produits sucrés. Bon, j'en oublie un petit peu. Vous êtes pour ce genre de taxe qui met en colère la filière vin. Est-ce que vous pouvez justifier l'accord que vous avez formulé pour ces taxes ? Alors, d'abord, je voudrais redire qu'on manque de moyens pour l'hôpital public et que je pense que les uns et les autres, on veut être soigné quand on arrive aux urgences. Or, les hôpitaux disent qu'il y a un tiers, en fait, de problèmes, enfin d'incidents graves. Liés à l'alcool ? Non, pas liés à l'alcool. D'un tiers d'incidents graves dans les hôpitaux, faute de moyens. Donc, il faut trouver des moyens. On a vu tous et toutes des moments où quelqu'un arrivait aux urgences et il n'y avait même pas un médecin pour le prendre en charge. Donc, si on veut faire des taxes et qu'on veut chercher des moyens, c'est pas pour le plaisir, c'est jamais pour le plaisir. C'est parce que s'il n'y a plus de médecins dans les hôpitaux, c'est vous, moi, qui un jour, on peut se retrouver dans une situation dramatique. C'est arrivé près de chez nous, à Aubagne, où il y a un jeune, il n'a pas eu le temps d'être pris en charge, il avait moins de 25 ans, ou je me souviens plus de son âge, et il est mort aux urgences. Bon. Donc voilà, avant d'être pris en charge, parce qu'évidemment on meurt aux urgences. Bon. Donc ça, c'est pour vous rappeler pourquoi on fait tout ça. C'est pas juste pour le plaisir. Ensuite, sur en gros, ce qu'on demande en termes de recettes, nous, notre groupe, on demande 22 milliards et les taxes correspondent à 2 milliards. Donc il ne faut pas exagérer. Donc ce qu'on demande avant tout, c'est revenir sur les exonérations de cotisations sociales et surtout faire contribuer les revenus du capital. C'est ça qu'on demande en priorité. Après, il y a les questions de taxes comportementales, je vais y venir. Alors pourquoi on est pour ? Pour deux raisons. Un, parce que c'est légitime, finalement, l'alcool, c'est 100 milliards, en gros, de coût social pour la société française. Le tabac, c'est 120 milliards. Bon, c'est légitime que les industriels, d'une part, et d'autre part, une partie des consommateurs contribuent finalement à ces coûts. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut réduire ses consommations, que ce soit la consommation d'alcool, que ce soit la consommation de tabac, que ce soit la consommation de sucre. Et ce que nous dit la science, et moi je suis chercheur, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à l'INRA, ce que nous dit la science, c'est que le signal prix... Tout ça, c'est mauvais pour la santé. Ça, on le sait, mais surtout que le signal prix est un signal qui marche. Sur le tabac, ça a très bien marché entre 2018 et 2022. Voilà. Donc ça marche, c'est que quand on augmente les coûts, ça marche. Donc il faut réduire la consommation et le prix est un des éléments avec évidemment la santé publique, avec les mesures de prévention, etc. Est-ce que vous avez, pardonnez-moi le terme, mais l'impression d'être réellement honnête lorsque vous mettez en avant la question de la santé publique, alors que, et vous l'avez dit vous-même au début, le but c'est quand même de trouver du pognon, comme on dit. Non, on est complètement honnête parce que le pognon qu'on trouve, c'est 2 milliards. Nous, ce qu'on avait proposé en termes de recettes, c'est 22 milliards. Donc, c'est pas non plus, c'est pas l'essentiel de ce qu'on demande. Et d'ailleurs, pour le tabac, c'est intéressant, c'est que les taxes ont diminué. Le rendement des taxes a diminué. Pourquoi ? Parce que les gens consomment moins. Donc, l'objectif, c'est pas vraiment de faire rentrer de l'argent dans la sécurité sociale, même si, dans un moment où on n'a pas d'argent, on est content d'en avoir. L'objectif, c'est vraiment de réduire ses consommations. Moi, je rappelle quand même que l'alcool, puisqu'on va en parler, c'est 49 000 morts prématurées, c'est près de 40 000 cancers tous les ans en plus. L'alcool est responsable de 7% des maladies, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc c'est l'œsophage, c'est le pharynx, c'est le sein, c'est le côlon, c'est le rectum, c'est le foie, donc tout c'est impliqué là-dedans. Mais c'est aussi un problème de sécurité publique. Et ça, je trouve qu'à la droite et à l'extrême droite, ils nous parlent de sécurité publique tout le temps, mais ils oublient quand même que l'alcool est impliqué dans un tiers des agressions, dans un féminicide sur 2, et il multiplie par 8 les accidents mortels sur la route. Donc tout ça indique qu'il faut qu'on ait une politique, pas de prohibition évidemment non, mais une politique de réduction de l'alcool et de réduction de la dépendance d'une partie de la population. Est-ce que vous comprenez les protestations de ce secteur qui est déjà pris dans des guerres douanières et qui pèse 16,5 milliards d'euros à l'export? Est-ce que vous les comprenez? Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'export, en fait, nos mesures ne vont pas avoir énormément d'impact sur l'export. Puisque là, c'est sur les ventes en France. Non, je vous parle du poids économique du secteur. Oui, non, mais justement, c'est une réponse. La réponse que les gens du secteur apportent, c'est si nous sommes affaiblis sur le plan intérieur, nous serons moins forts en tant que filière exportatrice. À tort ou à raison, mais voilà, c'est un des arguments qui est avancé. Ça n'a pas été compris, je pense, par la filière. Mais c'est pour ça que moi, j'avais 2 amendements très différents sur l'alcool. Je vais essayer de vous expliquer le premier qui répond à la filière. Le premier, c'est une mesure qui a été prise en Écosse et qui vise à faire un prix minimum
donc, qui est composé en fonction de la quantité d'alcool. Donc c'est 0,6 € par centilitre d'alcool pur. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait plus vendre une bouteille de vin en dessous de 5-6 € et on pourrait plus vendre une canette de bière en dessous de 1 €. Et en réalité, ça rapporte pas vraiment de taxes, mais ça redistribue les cartes entre les producteurs. Pourquoi? Parce que finalement, ça favorise les petits producteurs, parce qu'eux vendent souvent plus, à des tarifs plus élevés. Vous n'avez pas une bière d'un trappiste voilà. Et pareil pour un bon Côte-du-Rhône, il coûte plus cher que 5 €. Mais par contre, ça pénaliserait les industriels, notamment étrangers, qui vendent sur nos territoires en fait des produits à très faible prix. Donc moi, je pense que cette première mesure est une mesure pour la filière française et il s'y oppose alors qu'elle a été bénéfique en Écosse, notamment bénéfique vraiment pour les petits producteurs. C'est pas tout à fait pareil. Je voudrais quand même rappeler, c'est quelque chose d'assez fondamental, que si vous prenez une pinte de bière, l'effet au niveau sanitaire sur votre santé est le même que si vous prenez un petit verre de cognac. Le problème, c'est pas le degré, c'est le degré fois le volume. Oui, C'est-à-dire que la pinte de bière, ça fait le même effet, exactement le même effet que le 33 petit verre. centilitres, ça peut équivaloir à enfin, une pinte, 5 c'est ou plus que 10 100 fois, centilitres. mais voilà, mais ça équivaut, j'ai refait le calcul, ça équivaut exactement, c'est très facile. Donc, c'est pour ça que là, le deuxième amendement que nous, on porte, c'est l'idée que les alcools forts contribuent à la sécurité sociale. C'est pas le cas en dessous de 18 degrés pour le vin et la bière, c'est pas légitime. Enfin, tous les alcools doivent contribuer, puisque tous contribuent, en fait, aux maladies et aux problèmes de santé publique. Merci Andric Davy d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes député